Liberté de temps sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV. Merci à ceux qui nous rejoignent évidemment sur Makona SM à Guékedou. On va continuer le débat, Madame Yoro, avec vous. Le temps pour notre invité et d'appeler surtout le ministre Nanyalen qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Et on parle de l'agriculture ce matin sur Espace, Madame. Oui, bien évidemment, on parle d'agriculture. Vous vous rappelez comment on parlait de ce... Le nom me sort de la tête. On parlait de l'abattoir, bien évidemment. L'abattoir, ça, ouais. En fait, je riais parce que le ministre me met la pression sur le... Il dit le temps avance. On l'appelle là maintenant, évidemment. Voilà le temps d'intervenir. C'est important quand même de faire un focus là-dessus. C'est important de faire un focus là-dessus, Lamine, parce que c'est quelque chose quand même qui est vieux de plus de 8 ans maintenant. Cet abattoir dont on a parlé, qui avait été mis en place, qui avait la première pierre a été posée, l'édifice avait été sorti un peu de terre, mais après il y a eu arrêt des travaux. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Ce serait important de poser la question au ministre de savoir ce qu'il en est. C'est quand même dommage que Conakry ne puisse pas jusqu'à nos jours avoir un abattoir moderne. Peut-être qu'on devrait aujourd'hui se pencher sur d'autres questions relevant de la gestion de la viande, notamment des boucheries modernes, un peu dans les marchés, comment cela devrait fonctionner. Mais à savoir qu'on n'a pas un abattoir moderne à ce stade. Aujourd'hui, et surtout, à partir avec les effets d'annonce, en fait, je ne comprends pas. Effectivement, avant d'arriver à cela, les grandes gueules. Si vous permettez, avant d'arriver à pourquoi nous n'avons pas d'abattoir, il faut bien poser la question pourquoi après la pose de la première pierre, les travaux n'ont pas continué. Parce qu'on a vu des ministres de l'élevage qui sont passés, notamment Mohamed Tal et qui d'autres. L'affaire là avait commencé du temps de Mouktar Diallo, vous vous rappelez? Effectivement. C'était sous le CNRD, je crois. CNDD. Wow, quand même. Là, réellement, parce que le CNDD c'était quand même en 2009. En 2009 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 10 ans, presque 13-14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fonds qui ont été débloqués, si c'était le cas, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faudrait quand même qu'on puisse être situé sur ce qui s'est passé à ce niveau. Pourquoi les travaux se sont arrêtés? Parce que est-ce que c'est de nouveaux fonds qu'on engage à ce niveau? Il faudrait que le ministre puisse... je pense qu'il est là. Il est là, oui. En direct, évidemment. C'est bien sûr M. Barry, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, bienvenue chez les grandes gueules. Nous posons cette question. Nous avons vu ce lancement, ces travaux que vous avez récemment lancés, notamment pour ce laboratoire, cet abattoir moderne. Nous, on se posait la question de savoir, parce que depuis plus de 10 ans maintenant, ou 13 ans s'il faut le dire, il y a, depuis sous le CNDD, on parlait de cet abattoir. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que quand vous êtes arrivé au département, vous êtes penché sur la question? Est-ce que des fonds existaient déjà? Parce que là où vous êtes parti travailler, on sent qu'il y avait des traces. Il y avait eu une première pierre, il y avait quelque chose qui était sorti de terre. Qu'en est-il réellement, monsieur le ministre? Merci beaucoup pour cette question. Merci pour l'opportunité aussi. Il y avait des travaux qui avaient été effectués depuis 2013-14 pour environ 18 milliards de francs guinéens. Les travaux étaient arrêtés parce qu'il y avait un besoin supplémentaire estimé de 39 milliards qu'il fallait mobiliser pour réaliser les travaux. Donc de 2013 maintenant, l'État n'a pas été capable de mobiliser ces ressources-là. Donc l'année passée, le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Madi Doumbouya, a demandé à tous les ministères d'appliquer un projet pouvant avoir un impact direct et rapide sur les populations pour qu'ils l'inscrivent dans les projets prioritaires pour être financé directement sur une enveloppe qui avait été mise en place. Donc, le ministère de l'Agriculture avait proposé le projet de l'abattoir. Une enveloppe a été mise en place pour une trentaine de milliards. Et on a repris les études, on a mis à jour les études, on a fait un appel d'offres international. Et il y a une entreprise qui a été recrutée. Et grâce à l'appel d'offres international, on a eu une économie importante parce que l'entreprise qui a été sélectionnée fait le travail à 29 milliards. Donc, il y avait des travaux qui étaient effectués, mais il y avait un problème de financement ou un problème de priorisation. Et grâce au colonel Madi Doumbouya, aujourd'hui, on a pu relancer ces travaux parce que les ressources sont mobilisées et prêtes à être utilisées. C'est vrai, monsieur le ministre, on peut aujourd'hui se focaliser sur le présent puisque les financements sont obtenus, entre autres, mais on ne peut quand même pas poser une première pierre sans qu'on ait déjà la disponibilité. Je ne vais pas parler d'aujourd'hui, mais la première pierre a été posée, et c'est là depuis plus de 13 ans.
Ensuite, il y a eu des travaux de réchauffement. Est-ce que vous voulez nous dire qu'aucune trace n'a été trouvée, c'est que la pierre a été posée, mais il n'y avait rien comme fonds? Non, au fond, il n'y avait pas un centime, il n'y avait pas d'argent. Évidemment qu'il n'y avait pas d'argent, pas un centime, il y avait des dettes à épurer. Il y avait 6 milliards de dettes de l'ancien contrat. Il fallait résilier cet ancien contrat-là, renégocier avec l'entreprise pour voir comment réduire l'argent qui restait. Par endroit, c'est des ardoises difficiles à gérer qu'on a trouvées. Donc, il y avait une dette, on n'a d'ailleurs même pas fini de rembourser. On a eu un contrat, un accord. Une dette de combien, monsieur le ministre? Je crois d'environ 6 milliards, 4 ou 6 milliards. Ce n'est pas le montant exact, mais c'est autour de ça. Ça ne dépasse pas 6 milliards. Donc, on a négocié avec l'entreprise pour diminuer cette dette-là. Voilà, il n'y avait pas d'argent. Évidemment qu'il n'y avait pas d'argent. L'argent là, c'est de l'argent mobilisé sur le CNRD qui est en train d'être utilisé pour faire ce travail. On n'a pas fait de pause de première pierre. C'est extrêmement important. Si vous voyez le titre, c'est la relance des travaux. Le titre était très clair. Il y a des bâtiments là-bas qui sont inachevés. Il y avait les chambres froides qu'il fallait construire qui sont inachevés. Donc, ce qu'on a fait, c'est évaluer ce qui a été fait, évaluer ce qui reste à faire et faire un appel d'offres international sur la base de ça. Et c'est à l'issue de cet appel d'offres international que nous avons une entreprise qui va faire ce travail. D'accord. Alors, monsieur le ministre, moi je suis intéressé à en apprendre davantage sur les caractéristiques techniques des bâtisses qui vont sortir de terre. Quelles sont les spécificités de ce laboratoire? Parce qu'on parle de laboratoire de cet abattoir. On parle d'abattoir moderne. Qu'est-ce qui en fait tant un abattoir moderne et quels sont les services auxquels on pourra espérer là-bas? Est-ce que aussi on peut avoir une idée de la capacité d'abattage, donc aussi du service qui va être fait? C'est un abattoir vraiment moderne. Il faut féliciter ceux qui ont eu l'ambition de faire ce projet-là, même s'ils n'ont pas mis les moyens à disposition pour le faire. C'est un abattoir moderne d'une capacité de 250 têtes par jour, d'une chaîne complète qui commence de l'abattage au décaracasse et au découpage complet de l'animal, qui inclut une chambre froide où on peut stocker les animaux, qui inclut une aire de repos pour les animaux, qui inclut des centres vétérinaires, qui inclut des logements, qui inclut une petite boucherie, qui aussi tient compte des aspects environnementaux et sociaux, conformément aux standards de la Banque mondiale qui a fait cette étude pour nous. Donc, c'est un laboratoire vraiment moderne. Il y a une chaîne en haut, une chaîne très bonne, qui même inclut la peau, qui fait tout. C'est un laboratoire vraiment moderne, comme son nom l'indique. Et non, on n'a pas fait un projet prioritaire. On a beaucoup d'autres activités, comme l'agriculture et l'élevage. Très bien. Alors, j'imagine que ça le prend en compte, mais je pose quand même la question. Monsieur le ministre, l'expérience que j'ai des abattoirs, bien entendu traditionnels, c'est qu'autour, ça sent toujours très mauvais. C'est toujours très insalubre autour des abattoirs en Guinée. Quelles sont les solutions préconisées justement pour l'évacuation des déchets, une évacuation régulière et conventionnelle des déchets? C'est la première question. Et puis, le besoin, il est grand en Guinée. Il y a beaucoup de têtes qui sont abattues un peu partout à travers le territoire. Quels sont les projets? Quelles sont les perspectives pour Conakry? Parce que j'imagine bien que ça ne suffira pas, mais pour Conakry et aussi pour l'intérieur du pays au niveau de votre département. C'est un projet important pour tout le pays. Et sincèrement, on n'est pas très confortable à parler de projet parce que les gens ne croient pas non plus au projet. Ce qui est réel, on préfère en parler. Donc, ce qui est réel dans le court terme, c'est que cet abattoir-là inclut évidemment, comme je l'ai dit, prend en compte les aspects environnementaux et sociaux. Donc, il y a un système de traitement et d'évacuation des déchets très performant, ce qui a d'ailleurs renchéri le coût de l'abattoir, qui est prévu, comme je l'ai dit. Il y a une étude qui a été faite sous financement de la Banque mondiale pour prendre en compte ces aspects-là. Il faut savoir que la Banque mondiale et AFC sont nos partenaires sur ce dossier. Donc, quand ils sont partenaires, l'une des raisons pour lesquelles les gens les cherchent, c'est parce que leurs standards environnementaux et sociaux sont très élevés. Donc, il n'y a pas de souci à cet effet.
évidemment, il y a des projets en cours pour les régions de Bokeh, de Kindia, de beaucoup de grandes villes. Il y a des projets importants qui sont en cours. Mais tout le moment, on se concentre sur ce qui est là. Quand les autres projets vont mûrir, on va les annoncer. Mais nous préférons ne pas vraiment commencer à parler de projets dont la maturité n'est pas encore là. D'accord. Avant les projets, si vous permettez, avant les projets, vous mais le dites. Concernant cet abattoir, dans combien de temps il sera mis à disposition? Effectivement, c'est ce que je voulais poser comme question. C'est moins d'un an. Moins d'un an, ça peut dire, ça finit en quel mois exactement? Moins d'un an, il a dit. Oui, il parle français. Allez-y, Capsa. Il a dit moins d'un an. Ça, c'est une réponse. Allez-y, Capsa. Ça peut être en décembre. Il encourage la langue de bois. Mais non, pas du tout. Il a dit moins d'un an. C'est du français, je suis désolé, les gars. Allez-y, Capsa. On parle pas malinqué. Les grandes gueules. L'exécution des travaux commencera quand exactement? Et est-ce que ça va donc prendre 8 ou 9 mois, monsieur le ministre? Les travaux ont commencé déjà. On a fait la relance des activités dont les travaux ont commencé. Le délai prévisionnel maximal est de 10 mois. C'est pourquoi j'ai dit moins d'un an. Je pense que ce n'est pas une langue de bois quand on dit moins d'un an. C'est là, un an, c'est pas long. Le mine, c'est que dans cette émission, on aime la précision, monsieur le ministre. Quand il vous encourage à dire moins d'un an, on veut savoir c'est quoi moins d'un an. La preuve est que vous venez de nous dire 10 mois. Merci pour cette réponse. parce que 11 mois, 28 jours, c'est moins d'un an, monsieur le ministre. Mais ça nous amène, si ce sujet est évacué, on aimerait embrayer sur d'autres sujets. Monsieur le ministre, si vous êtes d'accord, c'est la question agricole. Ça intéresse beaucoup l'opinion guinéenne. Cette première question est d'un confrère qui a su que vous prendriez la parole ce matin et qui souhaite justement avoir votre avis sur l'annonce de la création de champions préfectoraux dans le domaine agricole. Nous savons qu'il y a autour d'une quinzaine de jeunes qui ont bénéficié de tracteurs et d'autres formes d'accompagnement. D'autres sont toujours en train d'attendre, semble-t-il. Monsieur le ministre, d'abord, quelle est la visée de ce projet? Quelles sont ses ambitions? Et quelle est la situation aujourd'hui, monsieur le ministre? Nous avons décidé qu'il faut aider les jeunes globalement qui font déjà bien dans le secteur agricole dans chaque préfecture de la Guinée, en les dotant de moyens, en leur donnant des tracteurs et des intrants agricoles pour une valeur moyenne d'1 milliard par personne sur une base remboursable, et une première en Guinée. Aujourd'hui, tous les jeunes qui ont été sélectionnés ont droit déjà aux intrants agricoles, donc les semences et les engrais. Il y a une quinzaine de jeunes qui ont reçu, une quinzaine de personnes, parce que dans certaines préfectures, on n'a pas trouvé des jeunes capables ayant un certain niveau. On a choisi des personnes un peu plus âgées. Donc, une quinzaine a déjà reçu, les autres attendent encore. Et il faut quand même que les gens passent doucement avec l'État. Quand c'est nous qui avons initié ça, personne n'est venu nous dire qu'il faut le faire. C'est nous qui l'avons initié. On a commandé les tracteurs. Les premiers tracteurs sont livrés en fonction de la précocité de la pluviométrie dans les régions. On a alloué ces tracteurs. Donc les villes de la zone forestière ont toutes reçu les tracteurs. Les autres doivent attendre. Et nous avons compté sur eux d'être patients et d'arrêter de mettre les pressions qui ne sont pas utiles. C'est nous qui avons initié cela. C'est nous qui sommes venus vers eux. Nous les avons déjà donné les intrants agricoles. Ils n'en avaient jamais reçu dans le passé. On leur a donné l'engrais, ils n'en avaient jamais reçu dans le passé. Ils savent que quand on aura les tracteurs, on va leur donner. Il faut que les gens quand même soient beaucoup plus raisonnables quand l'État prend des initiatives. Voilà. Dans la semaine-là, il y a aussi une bonne partie qui va recevoir les tracteurs parce qu'on a de nouveaux tracteurs. D'ailleurs, vous allez certainement voir aujourd'hui à la RTG qu'on a réceptionné des tracteurs. À mesure qu'on réceptionne des tracteurs parce qu'ils ne sont pas produits en Guinée, à mesure qu'on donne aux gens. Bien. C'est le Turc, il faut le rappeler. C'est bien cela, monsieur le ministre. Il y a certains vont recevoir cette semaine-là et d'autres aussi vont attendre un peu plus en fonction des priorités, en fonction des zones ciblées, en fonction de son activité. Donc, toutes les personnes quand même que nous avons choisies sont déjà accompagnées parce qu'elles ont déjà accès aux engrais. Alors, on va revenir. Ce qui
c'est déjà beaucoup. Bien, on va venir sur d'autres dossiers. Hein. Voilà, on vous a entendu moins là-dessus. Je parle de Sogipa, monsieur le ministre. Je sais que y a eu pas mal de choses qui sont passées de ce côté. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre au niveau de Sogipa? Tout n'est pas rentré dans l'ordre, mais les choses ont beaucoup avancé. Madame, monsieur, je suis en ligne. Hein, coupez sa table. Donc, tout n'est pas entré dans l'ordre. Mais les choses ont beaucoup avancé. Quand le 5 septembre arrivait à la CEDIPA, les gens avaient 4 à 5 mois d'arrivée de salaire. C'est souvent 3 mois de salaire, d'arrivée de salaire, 4 mois d'arrivée de paiement des planteurs. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois. Les travailleurs de la CEDIPA n'ont jamais passé un mois sans avoir leur salaire. Les planteurs n'ont pas passé un mois sans avoir leur argent. Aujourd'hui, les planteurs se plaignent quand l'argent retarde depuis de 2 semaines. Parce qu'ils ont une convention avec la nouvelle direction générale d'être payés dans 2 semaines. Il y a des arriérés qui étaient accumulés. Pour les travailleurs, tous les arriérés sont apurés. Pour les planteurs, une bonne partie est apurée. L'appurement continue. Mais la chose la plus importante aujourd'hui qui se passe à la SOGIPA, c'est que depuis la construction de l'usine, la capacité de transformation, c'est seulement la moitié de la matière première qui est produite. Justement. En parlant de matière première, parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec les partenaires extérieurs, je parle de fournisseurs un peu qui se plaignent énormément. On reçoit beaucoup de dossiers ici. Qu'en est-il aujourd'hui de ce côté, monsieur le ministre? Et quels fournisseurs? Les fournisseurs étrangers. Je ne vais pas citer point par point, parce que je sais qu'il y en a tellement. Après le dépôt. Ah bon? Je ne connais pas de problème particulier avec des fournisseurs étrangers. Le fournisseur principal avec lequel la SOGIPA traite, ce sont les planteurs, j'ai déjà parlé d'eux, ce sont les transporteurs qui n'ont pas de dette avec la SOGIPA aujourd'hui. Maintenant, autres fournisseurs, je ne suis vraiment pas au courant de problèmes particuliers. Ouais. Et donc, pourtant, l'État, c'est une continuité. Si vous m'informez, je vais répondre, mais sincèrement, je n'ai pas certains petits détails, mais tous les grands dossiers de la SOGIPA, tous les grands dossiers, je les connais. Donc, quand vous avez pris fonction au niveau de la SOGIPA, vous n'avez pas eu vent de l'existence de fournisseurs étrangers? C'est une entreprise qui a certainement des fournisseurs étrangers. J'ai dit encore, je répète, je n'ai pas eu vent d'un grand problème avec des fournisseurs étrangers. Ça va être des petits trucs de $100 000, $50 000, sincèrement. Le DG, c'est une entité, il peut gérer ces petits dossiers. Mais les gros dossiers, je suis au courant de tous les gros dossiers de la SOGIPA. Tous les dossiers qui valent l'attention des ministres, je suis au courant. Mais si vous êtes au courant d'un fournisseur étranger qui a un grand dossier là-bas, ce sera avec plaisir que je prenne cela en compte. Mais la chose la plus importante que j'ai dite, on a mobilisé les ressources pour construire la nouvelle ligne que la société attend depuis 30 ans. Un appel d'offres international qui est lancé. Je vous invite, si vous connaissez des gens à postuler, c'est en ligne, pour construire la nouvelle ligne de transformation de la SOGIPA. Depuis sa création, on cherche ça, et c'est sincèrement grâce à l'appui de M. le Président de la Transition qu'on va construire cette ligne pour la SOGIPA, pour que notre pays cesse d'être le seul pays qui exporte encore de la matière première du caoutchouc. Presque tout le monde transforme, mais nous continuons encore à exporter une partie de notre matière première sans transformation, et nous voulons que cela s'arrête. Voilà. Le ministre Mamoudou Nadiene Mbari en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Madame Hiro. Oui, pour parler agriculture toujours, Monsieur le ministre, généralement on parle de campagne agricole. Qu'en est-il cette année? Et on parlait à un moment donné, il y a quelques années en arrière, avant que vous ne soyez au pouvoir, bien évidemment, de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours, on s'est fixé pour objectif? Est-ce que vous vous êtes fixé un deadline pour cela? Est-ce que vous pensez que la Guinée peut y parvenir à un moment donné? La première question, c'est qu'en est-il de la campagne agricole de cette année, si vous vous êtes lancé là-dessus? Et qu'en est-il du deadline pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire pour la Guinée? Je pense que nous sommes en train de réussir une très belle campagne. La moyenne de ça commence, on a toutes les chances d'avoir la meilleure campagne ces dernières années. Je dis bien, on a toutes les chances. Donc la campagne a commencé comme on le souhaitait. On a suffisamment d'engrais pour les populations à un bon prix. Et sur la page du ministère, vous allez trouver que dans toutes les préfectures, il y a le numéro de téléphone, c'est là où on peut trouver l'engrais. Le prix est connu, c'est 300 000 le sac. Le prix a fortement baissé grâce à une subvention que M. le Président a accordée par SAC. On a une subvention de près de 70 000 francs par SAC.
Et il y a les semences, pour la première fois, l'État a acheté 7000 tonnes de semences. Donc ça, c'est incroyable en termes de qualité. On n'a jamais acheté autant de semences. Les semences sont ouvertes à tous les Guinéens. Il y a aussi sur la page du ministère la liste des numéros de téléphone par préfecture pour avoir les semences. Et pour avoir les semences, on ne paye pas d'argent. On te donne la semence à la récolte. Tu ramènes la quantité de la semence et tu payes l'argent à la récolte. Donc ça, c'est disponible avec les tracteurs, comme vous l'avez suivi. On a fait venir beaucoup d'engins agricoles, beaucoup de tracteurs. On continue à en faire venir. Donc la campagne commence très très bien. Maintenant, pour nous assurer vraiment que la campagne va se passer, il faut qu'on fasse venir beaucoup de moissonneuses batteuses parce que les gens vont produire. Si à la récolte, il n'y a pas de machine pour récolter, tous les efforts seront mis à l'eau. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et nous espérons qu'avec les procédures qu'on a déjà lancées maintenant, on sera dans le délai pour faire venir les moissonneuses batteuses. Aussi, comme vous l'avez dit, sincèrement, si tout se passe bien cette année, et que nous continuons avec cette allure, sincèrement, un pays comme la Guinée n'a pas besoin de plus de 3 ans, sincèrement, pour avoir son autosuffisance alimentaire. Un pays comme la Guinée, parce que c'est un pays qui a vraiment, vraiment du potentiel. Et maintenant, avoir l'autosuffisance alimentaire ne veut pas dire que le pays n'importera pas, tous les pays importent, mais ça voudra dire que le pays quand même a un solde commercial agricole proche de zéro ou excédentaire. Ça veut dire que nous, on peut exporter certains produits agricoles, on peut importer d'autres, mais il ne faut pas quand même que nous soyons là uniquement à importer pour les autres et nous, on n'exporte rien envers les autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à cela. D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est moins sur la campagne agricole cette fois qu'une décision prise au niveau du département, entérinée par le président de la République. C'est au niveau du FODA. On sait que l'ancien directeur général a quitté. Il est appelé à d'autres fonctions. Ce jeune Magasuba, je crois. Est-ce que on peut savoir les raisons qui ont conduit à son remplacement à la tête du FODA? Le directeur général du FODA, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le directeur général de la SODIPA et moi-même sommes tous des anciens cadres de la Banque centrale. Nous appartenions à une sorte de corps d'élite de la Banque centrale qu'on appelle inspecteur. Donc nous sommes tous aujourd'hui au ministère de l'Agriculture pour accompagner les efforts de l'État. Et nous avons fortement apprécié les grands efforts que notre collègue Magasuba a fait au niveau du FODA. Et nous avons effectivement été très contents des efforts de M. Diallo au niveau de l'inspecteur général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Aujourd'hui, on a fait un millier de maniements au niveau du ministère, il y a eu des permutations. Le plus important pour nous, c'est que les gens ont les profils adéquats pour continuer à faire le travail qu'ils sont en train de faire. Et tant que quelqu'un bénéficie d'un décret du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est parce qu'on a encore besoin de cette personne-là. Mais par moment, on va faire des remaniements, ça va continuer. C'est que moi-même, je ne sois pas à l'agriculture demain, que ce soit quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde. Et nous remercions quand même sincèrement les efforts qui sont déjà... Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur le ministre. Alors ça, je comprends ces principes sans problème. Ma préoccupation, c'est, comme vous le dites, vous-même, on a vu son élan à la tête du FODA, avec pas mal de projets en vue, en construction. C'est discrétionnaire, hein, si vous ne souhaitez pas répondre, d'accord. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il n'y est plus? Il n'y a absolument aucune préoccupation. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage estime qu'il faut remanier au niveau de son ministère. Près d'une quinzaine de personnes ont été bougées. C'est normal. Ça va continuer à se faire régulièrement. Il n'y a aucune préoccupation particulière. Nous estimons que c'est une meilleure manière d'avoir des résultats pour les populations. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Une dernière question peut-être, madame. Une dernière question sur l'abattoir. Monsieur le ministre, comment se fera à la fin, bien évidemment, la gestion? Est-ce que ce sera géré par l'État ou bien sera confié à peut-être un particulier? Comment ça se fera à la livraison? Notre ambition est de donner ça à des privés pour gérer. J'ai déjà donné instruction au cadre
faire la TDR pour un appel d'offres international pour recruter une firme qui va gérer ça. Que par expérience, quand je travaillais encore avec la Banque mondiale, on avait un projet au Mali, il y avait aussi une composante abattoir. Généralement, le public n'est pas un bon gestionnaire d'un abattoir. D'ailleurs, globalement, le public n'est pas un bon producteur. Donc, à part quelques faits de souveraineté, l'État doit sortir de l'activité de production et laisser le privé le faire. C'est notre vision. Pour le moment, on continue la réflexion. Bien. Merci beaucoup. Voilà, ça va être confié à un particulier, madame, si vous voulez. Voilà. Allez-y. En fait, j'avais d'autres questions, mais bon. C'est sur le ravitaillement. Comment ça se fera? Est-ce que vous vous serez en collaboration? Ça aurait été bien que vous soyez en studio. La collaboration, comment elle se fait là? Le ravitaillement du bétail pour l'abattoir. Est-ce que vous allez partir en contact avec les populations à l'intérieur du pays, les éleveurs? Comment ça se passera concrètement? Bon, la seule chose qui va changer, c'est que les gens sont en train d'abattre actuellement de façon désordonnée. Là-bas, c'est tout contre le paiement des frais. Peut-être que tu vas abattre l'animal à 50 000, à 100 000. On l'abat, on gratte, on fait tout, continue à vivre. Donc, il n'y a pas de système d'approvisionnement changé, c'est un système privé. Les produits, les grands et les petits, chacun envoie son animal, puis la régie, on le teste avec le vétérinaire, si les vont abattre, on abat. Vous devez votre viande, vous commandez. Et on ne vend pas la roue, on va continuer exactement à faire. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Monsieur Barry, il était en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. L'émission continue. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Vous nous écoutez également aussi sur Makona FM du côté de Guékédou. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On en vient à cet autre sujet avec notre deuxième invité. Nouveau sondage, donc on en parle ce matin. Sondage d'opinion sur la gouvernance donc auprès des Guinéens. Il s'agit d'une initiative du Stade Vion International. Outre plusieurs conclusions donc intéressantes, ce sont les contradictions apparentes dans les aspirations préférentielles des Guinéens et Guinéennes qui interpellent. Exposer donc des conclusions avec l'enquête avec Dr Ali Oubari, directeur de Stade Vion International. Vous le voyez à l'écran, il est avec nous ce matin. On va dans un instant évidemment l'interroger. Mon cher Tamba, on a écouté le ministre Nanyana. Convaincu ou pas du tout? En fait, moi je pense que j'ai une appréciation positive. Tout à fait, en fait. J'ai une appréciation positive générale de la volonté politique qui sous-tend, si vous voulez, qui soutient l'action gouvernementale au niveau de l'agriculture et de l'élevage. La Guinée, je vais vous dire, en tout cas pour la nouvelle génération, depuis Lansana Conté jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qu'il en était sous Sékou Touré et je conçois tout aisément que ce ne fut pas le cas pour la simple raison que dans un régime socialiste à la lisière du communisme sous Sékou Touré, la tendance n'était pas à la création de richesses individuelles. On était dans la construction d'une économie collective partagée pour tout le monde. C'est la loi du grand nombre. Sur les richesses du grand nombre. La propriété privée, c'est à peine si elle n'avait pas été proscrite pour l'ensemble, même si certains particuliers, notamment au sommet de l'État, aient pu bénéficier de ce type de restrictions. Pour revenir au cas du CNRD, la mine, j'ai des exemples, j'en citais même un tout à l'heure, où ce sont des jeunes, et ça c'est une volonté du chef de l'État, qui dit « créons des champions locaux de notre économie ». Vous ne construisez pas une économie forte sans des institutions financières propres à votre pays. Ce n'est pas possible. Il faut des banques guinéennes, il faut des entreprises guinéennes, il faut des riches guinéens. Ça, c'est une règle. Partout ailleurs, c'est fait de cette façon. Tu te souviens, lorsque, je ne sais plus en quelle année, 2017 je crois, nous étions à une conférence à Tanger et que nous écoutions le témoignage de Guinéens, d'étudiants guinéens du Maroc, des doctorants, pour certains parmi eux, qui nous relatent que le roi met un fonds spécial à disposition des jeunes Marocains. Tu crées ton entreprise. La mine, on pouvait aller jusqu'à 5 années où vous ne payiez pas d'impôts, où vous n'aviez pas de charge sur le loyer, où on vous aidait à commencer, on vous accompagnait jusqu'au bout.
Et avec le CNRD, ce qu'il faut quand même saluer, c'est que des jeunes, aujourd'hui, sans le sou, simplement avec une initiative viable qui a déjà commencé, on peut décider de t'offrir un tracteur et suffisamment de ressources pouvant aller parfois jusqu'à 1 milliard de francs guinéens que l'on met à ta disposition. Tu fais le travail et vous convenez de modalités de remboursement. C'est aujourd'hui possible. Il y a déjà 15 qui en ont bénéficié. D'après le ministre, semaine prochaine, les grandes gueules. Et ainsi de suite pour aider les Guinéens à avancer. Il y a notre ami Malado qui a souffert ici en Basse-Côte, dont, si vous voulez, le champ a été simplement, c'est cruellement, j'ai envie de dire, détruit, parce que simplement il est d'une communauté qu'on n'en voulait pas par ici. Et aujourd'hui, allez voir ce qu'il fait du côté de la Guinée forestière, appuyé en cela par l'État guinéen. Aujourd'hui, il est capable de produire beaucoup. C'est un champion. C'est un champion de l'économie en gestation, ce jeune Malado pour lequel, naturellement, j'ai beaucoup d'estime. Ceci dit, il y a des craintes, mon cher Tamba, parce que moi, c'est bien beau, tout ce que tu dis comme ça, à dire, oui, le CNRD veut mettre des tracteurs à la disposition des jeunes, plus un fonds. Le cas à Freeland, quand même, c'est pas loin, mon cher Tamba. La mine, déjà les... Ah ben voilà. Non, c'est pas un longtemps souvenir, à Freeland. La mine, voilà. C'est là que j'en viens. Les grandes gueules. Il y a de la volonté, il y a des... C'est pas le CNRD veut, le CNRD met. C'est ça les faits. Alpha faisait pareil. Nous sommes sur les faits. Ben oui. Pour revenir au cas à Freeland, vous savez comment Freeland a été construit. Vous le savez. Vous savez comment Freeland est arrivé en Guinée. Vous savez même le mode de fonctionnement avec Afriland. Afriland, on dit des groupements. Et puis, on cible des leaders, des femmes leaders. Certaines ont fui le pays. Ces femmes leaders-là... Mon cher Tamba, non, il ne faut pas... Ça glisse un petit peu, en fait. Parce que moi, je me souviens très bien, à l'arrivée du CNRD, quand même, ils ont mis une plateforme à dire, maintenant, c'est pas parce que tu es parent à Tamba que tu vas avoir un poste à la présidence. Qu'en est-il aujourd'hui? Ne mélangeons pas les gens. Je ne mélange pas du tout, mon cher ami. Moi, je suis dubitatif un petit par rapport à tout ce qui drague un peu les jeunes et tout ça. Voilà. Que je pense là. Oui, vas-y mon grand. Je vais te dire ce que je pense. Ma bête noire est là. Ma bête noire est dans cela. C'est bien d'avoir les champions. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Justement. Qu'est-ce qui sous-tend? Et qui sont ces champions-là? Je peux réagir sur ça. Oui, tu vas réagir. Tu ne peux pas. Quand on dit aux femmes, on veut aider les femmes. Et puis on dit, on veut une femme leader qui va venir prendre l'argent et qui va aller gérer. C'est dans ça que certaines ont bouffé l'argent de 250 femmes ici. Mais qu'est-ce qui te garantit aujourd'hui que c'est pas la même situation? La différence, oui. La différence. Et quand tu me parles de maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un parent. Je dis, il ne faut pas mélanger les gens. Mais tout n'est pas rose. Je ne mélange rien du tout. Voilà. Tout n'est pas rose au CNRD. Pas du tout. Il y a des affairistes au CNRD. Mais je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler de ce que j'ai vu. Où on te dit, tu peux accéder à des fonds. Je suis en train de te dire aussi, mon cher Tamba, ton plus grand défaut, en fait, c'est que tu es tellement sincère que quand tu y crois, tu vas droit au mur, mon cher Tamba. Que souvent tu te laisses duper. C'est ça le problème. La grande différence. Tu sais que tu t'es déjà laissé duper. Allez, là, le soldat est fatigué. On revient à 10h, à 11h.